Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. Allez, cette fois on s'attaque à un gros morceau, la compacité. Je sais que ça fait peur à plein de monde, mais c'est une notion hyper jolie, hyper utile, enfin bref, vous allez voir, fantastique. Alors on va commencer tout de suite par une introduction parce que la définition, honnêtement, si on balance comme ça a l'air abstrait, on ne sait pas trop d'où ça sort, etc. Donc je vous ai concocté une petite histoire pour essayer de vous motiver et de vous expliquer d'où ça sort ce truc-là. Alors tout d'abord, la motivation, l'idée c'est de faire un peu comme on a fait pour les fonctions continues, le théorème des valeurs intermédiaires. Vous savez, on a généralisé ce théorème ultra classique en disant, finalement, ça revient au même que de dire que l'image continue d'un espace connexe est un espace connexe. Ok? Et donc là, on va essayer de faire la même chose pour un autre théorème ultra classique d'analyse réelle, qui est le théorème des bornes atteintes. Donc je vous rappelle qu'il dit que si on prend une fonction de intervalle fermé borné AB dans R et qui est continue, alors f, elle est bornée, elle atteint ses bornes. Alors ce que ça signifie, c'est qu'il existe donc deux valeurs, petit m et grand m, telles que pour tout x dans AB, f de x est compris entre petit m et grand m. Et en plus que ces bornes sont atteintes, ça veut dire qu'il existe des éléments c et d dans l'intervalle AB, tels que m c'est l'image de c et grand m c'est l'image de d. Ok? Et donc, on peut résumer en utilisant le TVI et ce théorème que l'image du segment AB, comme ça, c'est un segment MM. Ok? Et donc, ce théorème-là, on veut le généraliser d'une façon très analogue à ce théorème en disant l'image continue d'un espace compact est compacte. Donc le but c'est d'arriver un petit peu à ce théorème-là. Bon, alors on va dire d'accord, mais ça ne nous dit pas ce que c'est qu'un compact. Alors, on va essayer de comprendre. Donc l'idée d'un espace compact, c'est qu'on cherche une propriété qui fait que quand on prend un espace donc compact et qu'on prend une application continue de lui dans R, alors elle est bornée automatiquement et elle atteint ses bornes. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'on essaye de construire. Hein. Et donc on va faire quelques exemples. Si je prends un exemple K1, un ensemble fini. Une application d'un ensemble fini dans R, forcément elle est bornée, un nombre fini de valeurs possibles, et puis elle atteint ses bornes, la plus grande valeur, la plus petite. Okay, donc un ensemble fini va être nécessairement compact. Il faudra que dans notre définition, ce soit évident que ça c'est compact. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Si je prends l'intervalle 0,1, alors si je prends l'intervalle 0,1 fermé, vous avez compris, un théorème des bornes atteintes, c'est un compact. Hein. Mais ouvert en 0, du coup, est-ce que ça reste compact ou pas? Quelque part, on dit compact, ça a l'air d'être un peu petit, bon, c'est inclus dans un compact, c'est peut-être un compact. Eh bien, que nenni, parce que si on y réfléchit un petit peu, nous avons un bel exemple de fonction logarithme népérien qui est défini de 0,1 dans R et qui n'est pas borné, puisque la limite, comme vous le savez, du logarithme quand x tend vers 0, log de x tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est pas compact. Ok? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Tiens, un ensemble qui n'est pas trop gros, là, les polynômes à coefficient réel de degré plus petit que 2. Bon, voilà, c'est un espace de dimension 3, tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer une fonction de ça dans R? Le plus simple, c'est de prendre l'application qui a un polynôme associé P de 0, vous voyez, son coefficient constant. On voit bien que ça, c'est pas borné, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est pas un espace compact. Bon, en même temps, ça part vers l'infini, tout ça, on pourrait se douter. Enfin bon. Ok, dernier exemple, si on prend un petit pavé comme ça, donc j'ai pris, vous voyez, AB et CD, alors ceux-là c'est des compacts, on prend le produit cartésien de ceux-là. Bon, alors là j'ai pas vraiment de preuve, mais intuitivement, vous voyez bien, cette fonction est définie sur un rectangle comme ça, espèce de bosse, de creux, de vague et tout, voilà, il y aura un maximum, un minimum. Donc, bon, faites-moi confiance pour le moment, ce truc-là, ce sera bien un compact. Ok? Voilà des exemples, on va se mettre un peu la tête dans la lit, mais ça ne nous donne toujours pas de définition. Alors, pour ça, on va essayer de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui se passe quand on a une fonction, qu'on n'est pas un compact, c'est-à-dire s'il y a une application continue de E dans R qui n'est pas bornée ou qui n'atteint pas ses bornes. Qu'est-ce que je peux dire de E? Bon, déjà, si f n'est pas borné, ça veut dire qu'il y a des valeurs aussi proches de plus l'infini ou aussi proches de moins l'infini que je veux. Je n'ai pas mis de signe là. Mais donc, je peux trouver une suite xn telle que f de xn soit aussi grand que je veux ou aussi petit que je veux, ça dépend de f, mais, ou peut-être les deux, peut-être être envers moins l'infini et plus l'infini, mais en tout cas, je peux trouver une suite f de xn qui tend vers l'infini. Ok? Et puis, si f n'atteint pas ses bornes, qu'elle est bornée, mais qu'elle n'atteint pas ses bornes. Donc, sub de im de f, ça existe, okay, l'image est bornée, mais ce n'est pas f de quelque chose. Du coup, ça veut dire que je peux trouver des points dans im de f aussi proches que je veux de la borne sup. Vous savez, cette propriété de la borne sup, c'est que c'est vraiment le plus petit des majorants. Et donc, je peux trouver des valeurs xn telles que f de xn se rapproche de sub de im de f, sans jamais l'atteindre. Ok? Voilà, donc, bon, c'est tout ce que je peux dire. Si une fonction qui n'est pas bornée ou qui n'atteint pas ses bornes, j'ai une suite comme ça. Mais alors, qu'est-ce que je peux dire de cette suite? Déjà, elle ne peut pas converger dans E vers une limite L. Parce que sinon, comme f est continue, si la suite xn converge vers quelque chose, f de xn converge vers f de quelque chose.
Donc si xn tend vers L, la limite de f de xn, c'est f de L. Ben, et ça, c'est contradictoire parce que sub de im de f, c'est pas f de L, et puis l'infini, c'est pas f de L. Donc je peux trouver une suite dans E qui ne converge pas. Bel exploit. Mais plus fort que ça, en fait, la suite xn, elle n'a même pas de sous-suite convergente. Vous voyez, elle n'a pas de valeur d'adhérence. Parce que s'il y avait une sous-suite de cette suite x, donc x indice phi de n, qui tendait vers L, bah pareil, j'ai une suite tend vers L, f de x phi de n, ça tendrait vers f de L. Mais si ma suite xn tend vers l'infini, enfin f de xn tend vers l'infini, donc f de phi de xn tend aussi vers l'infini, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est pas possible. Et puis pareil, f de xn converge vers sub de im de f, bah, f de x de phi de n aussi tend vers sub de im de f, qui n'est pas f de L. Ok? Autrement dit, en résumé, si E n'est pas compact, s'il ne vérifie pas la propriété que je veux, s'il existe des fonctions qui ne vérifient pas la propriété des bornes d'atteinte, alors je peux trouver une suite d'éléments de E qui n'a pas de valeur d'adhérence. Et donc maintenant, c'est de la magie, on fait la contraposée, et boum, définition d'un espace compact. Un espace métrique est compact si et seulement si, tout de suite d'éléments de E admet une valeur d'adhérence. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux l'idée pourquoi maintenant c'est ça cette définition, parce que sinon c'est vrai que ça a l'air très très mystérieux. Ok? Alors maintenant, si je suis dans une partie de E, on peut parler de partie compacte, comme vous pouvez parler de partie connexe, de partie fermée, etc. Alors qu'est-ce que c'est qu'une partie compacte de E? Bah, c'est simplement si je restreins la distance de E à ma partie K, alors l'espace que j'obtiens, topologique que j'obtiens, est un espace compact. Enfin l'espace métrique avec cette distance, voilà, est un espace compact. Autrement dit, alors ça c'est super important, c'est que c'est une notion intrinsèque. On est compact en soi. C'est-à-dire que K, juste en regardant K, ok, la distance provient de E, mais en oubliant ce que E, parce que vous voyez, si c'est inclus dans E, mais c'est inclus E et inclus dans un truc encore plus grand, on s'en moque. K est un compact, c'est intrinsèque comme notion. C'est pas pareil qu'ouvert et fermé, la topologie induite, c'était compliqué, K était un ouvert de K, mais pas un ouvert de E, etc. Non, K est un compact, pas de K ou de E, K est un compact, point. Voilà. Tout de suite d'éléments de K admet une valeur d'adhérence, on n'a pas besoin de regarder ce qu'il y a autour. Ok, donc ça c'est utile, c'est une propriété comme connexe, c'est une propriété sympa qui est une propriété de la partie en question. Ok, très bien. Et donc, on commence le premier exemple que je vous ai annoncé. Et, parce que alors évidemment, on va dire, ah bah oui, si on admet que ça vérifie que les théorèmes des bornes atteintes, et comme on connaît le théorème des bornes atteintes, du coup ça c'est compact. Oui, non mais d'accord, mais maintenant il faut le prouver, d'accord? On va redémontrer tout ça. Hein. Et donc, il faut démontrer que le segment AB, l'intervalle fermé borné, est un espace compact. Ok? Alors allons-y. Bah, la preuve va être grandement facilitée par ce qu'on a fait dans le chapitre précédent sur les valeurs d'adhérence. Rappelez-vous, on a démontré le théorème de Bolzano-Weierstrass qui disait que si une suite est bornée, elle possède une valeur d'adhérence, une sous-suite qui converge. Okay? Et bah là, si je prends une suite à valeur dans AB, elle est forcément bornée. C'est fait pour. Donc, elle admet une sous-suite qui converge. Okay? Or, L, c'est limite d'une suite qui a valeur dans AB, et AB, c'est un fermé. Hein, justement, j'ai bien pris un intervalle, c'est borné, et c'est fermé. Donc, la limite, elle est forcément dans cet intervalle AB. Donc, UN possède une valeur d'adhérence dans AB. Et donc, voilà, AB est compact. Ok? Donc, voilà. Alors, on peut même généraliser, puisque, rappelez-vous, on avait montré que dans K puissance P, K, c'est toujours R ou C, hein, dans ce cours. Donc, dans un espace de dimension finie, réel ou complexe, tout de suite borné admettait une valeur d'adhérence. Ok? Et donc, du coup, on peut, par le même raisonnement qu'on vient de faire juste avant, on peut facilement en déduire que si je prends une partie qui est fermée et bornée dans K puissance N, alors elle est compacte. Alors pourquoi? Parce que donc, si je prends une suite d'éléments dans une partie qui est bornée, la suite est bornée, donc elle admet une sous-suite qui converge. La partie est fermée, donc la limite de cette sous-suite est dans l'ensemble. Et donc cette sous-suite admet une valeur d'adhérence dans l'ensemble, donc cet ensemble est compact. Ok? Très bien, donc, dans les espaces vectoriels de dimension normée, de dimension finie, les parties qui sont fermées et bornées sont tout le temps compactes. Ok? Et alors maintenant, on va commencer par voir tout de suite la réciproque. Si une partie est compacte, alors elle est fermée et bornée. Okay, alors ça, c'est dans l'espace métrique quelconque. Il n'y a pas besoin d'espace vectoriel normé, etc. Là, vous voyez, je prends l'espace métrique. Et on va démontrer que si une partie est compacte, elle est forcément fermée et bornée. Alors, curieusement, le plus facile, c'est fermé, effectivement. Donc, prenons une suite d'éléments de K qui convergent vers L a priori dans E. Il faut montrer que L est dans K. Mais si une suite converge, elle admet une unique valeur d'adhérence. C'est cette limite-là. D'accord? Une suite converge vers L, tous les termes se rapprochent de L, donc L est une valeur d'adhérence d'une sous-suite, la suite elle-même, et il n'y en a pas d'autre.
Ok. Donc, comme K est compacte, elle doit avoir une valeur d'adhérence dans K, la suite. Mais elle n'en a qu'une, c'est L. Donc, elle est forcément dans K. Et donc, K est fermé. Bon. Jusque-là, ça va. Maintenant, K est borné. Alors, accrochez vos ceintures, parce que là, on peut vite... vous voyez, il faut réfléchir un petit peu. Hein, si vous voulez essayer de mettre sur pause, pour essayer de trouver, comme ça se sent bien. On se dit, bah, si pas borné, mais à trouver une suite qui n'a pas de valeur d'adhérence. Pour le justifier proprement, c'est pas si simple. Donc l'astuce, c'est de dire, bah voilà, j'imagine que K n'est pas borné. Hein, je fais par l'absurde, et je vais essayer de construire une suite qui ne met pas de valeur d'adhérence. Donc je prends un U0 qui est dans K. Bon, bah, s'il n'est pas borné, c'est-à-dire qu'il n'est jamais contenu dans une boule de centre U0. Hein, aucune boule d'ailleurs. Hein. Et donc si je prends la boule de centre U0 et de rayon 1, eh bien ça ne contient pas K, et donc il existe un élément U1 qui est à l'extérieur de la boule de centre U0 et de rayon 1. Donc il existe U1, tel que la distance de U1 à U0 est plus grande que 1. J'appelle R1 la distance entre U0 et U1, et j'ajoute 1 et je dis, tiens, bah, si je prends la boule de taille, de rayon, là dit R1 plus 1, il existe des éléments en dehors de cette boule. Donc je prends ma boule et je dis, tiens, je prends un U2 qui est tel que la distance de U2 à U0 soit plus grande que R1 plus 1. Puis ainsi de suite. Je vais prendre, voilà, j'appelle ce rayon-là R2, et puis je vais prendre U3 qui est tel que la distance plus grande que R3 plus 1. Et ainsi de suite. Donc voilà, si je suppose que UN est construit, bah, je construis UN plus 1, tel que la distance de UN plus 1 à U0 est strictement plus grande que la distance de UN à U0 plus 1. Et je peux toujours, puisque il n'est jamais contenu dans une boule de centre U0, quel que soit le rayon. Donc il existe toujours un différent. Okay, et maintenant, on va démontrer que cette suite-là, elle ne peut pas avoir de valeur d'adhérence. Okay, c'est plus dur de montrer juste qu'à montrer qu'elle ne converge pas, hein, montrer qu'elle n'a pas de valeur d'adhérence. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Là, je les ai vraiment bien séparés tous les uns des autres. Okay, et donc, avec ma construction, bah, on peut démontrer assez facilement que la distance entre UN plus P et U0, c'est plus grand que la distance entre UN et U0 plus P. Hein, avec cette récurrence, bah, à chaque fois, j'ajoute au moins 1. Donc, quand je me décale, j'ajoute P terme. J'augmente de 1 au moins à chaque fois. Donc, la distance de UN plus P à U0, c'est plus grand que la distance de UN à U0 plus P. Ok? Bon, d'accord. Et de ça, eh bien, je peux facilement déduire que la distance de UN plus P à UN, c'est plus grand que la distance de UN plus P à U0 moins la distance de UN à U0. Donc ça, c'est l'égalité triangulaire. Hein. Comme on l'a vu super facilement, vous savez, la distance de UN plus P à U0, bah, c'est plus petit que la distance de UN plus P à UN plus la distance de UN à U0. J'ai passé celui-là de l'autre côté, hop. Donc ça, c'est toujours vrai dans n'importe quel espace métrique, n'importe quelle valeur UN plus 1, UN et U0, donc ça, c'est toujours vrai. Et puis ça, justement, c'est fait pour, regardez, ça moins ça, c'est plus grand que P. Donc quand je prends deux termes de la suite UN et UN plus P, leur écart est plus grand que P. Et donc, il ne peut pas y avoir une sous-suite qui se rapproche de quelque chose, parce que sinon, il faudrait que je trouve des termes de la suite aussi grands que je veux dans un même endroit. Et bien là, les termes, ils sont tous hyper loin les uns des autres, d'accord? Si je prends un terme UN, tous les termes qui suivent sont tous super loin de UN. Et donc, ça prouve bien que la suite UN n'admet pas de valeur d'adhérence. Ok? Et donc, mon ensemble n'est pas compact. Donc, par contraposé, s'il est compact, il est borné. Ok, donc voilà. Donc finalement, un compact, c'est toujours fermé borné. Et puis dans les espaces vectoriels de dimension finie, les parties fermées bornées, c'est des compacts. Bah, du coup, c'est un peu cette définition un peu compliquée. On n'aurait pas pu juste dire fermé et borné? Eh bien non. On va voir un exemple tout de suite. Ça ne marche pas si on prend un espace vectoriel normé de dimension infinie. On n'a pas la réciproque. Donc on va trouver une partie qui est fermée et qui est bornée, mais qui n'est pas compacte. Alors pour ça, espace de dimension infinie, le plus simple quelque part, c'est les polynômes. Okay, donc on prend les polynômes à coefficients dans R ou dans C, comme d'habitude, et puis on prend la norme sur les polynômes, par exemple, la norme infinie, vous savez, c'est le max des valeurs absolues ou des modules des coefficients du polynôme. Ok, donc ça fait bien une norme sur les polynômes, on a vu ça il y a très longtemps. Bon, bah voilà, et alors qu'est-ce que je prends comme ensemble? Bah, je prends la boule de centre, le polynôme nul et de rayon 1. Ok, la boule fermée de centre, il y a un petit F là. Du coup, c'est fermé, c'est fait pour, c'est la boule fermée, rappelez-vous, on l'a vu, une boule fermée est infermée. Ok, voilà, et puis c'est borné, bah oui, c'est borné, c'est ceux dont la norme est plus petite que 1. Donc c'est bien inclus dans une boule, c'est une boule. Oui, d'accord, bon, voilà, donc c'est fermé et borné. Je peux difficilement faire plus simple. Ok, et bien maintenant, je considère la suite xn. Vous voyez, c'est pas une suite très compliquée, la suite des monômes, la base canonique, là. Ça, c'est une suite, voilà. 1, x, x2, x3, x4. C'est une suite de polynômes, ok, de degré n à chaque fois.
Oui, il va bien falloir que ma suite, le degré, il tende vers l'infini, parce que sinon, je serais dans un espace de dimension finie et elle admettrait une valeur d'adhérence, parce qu'on l'a vu, hein, les fermés bornés en dimension finie, bref. Donc, cette suite-là, la plus simple qu'il y a où le degré n'est pas borné, eh ben, c'est facile de voir que si je prends, quelle que soit la sous-suite phi que je peux imaginer pour prendre une sous-suite, de toute façon, x phi indice n plus 1 moins x indice phi de n, bah, ce polynôme-là, la différence de deux monômes, donc voilà, xp moins xk, enfin, quelles que soient les valeurs là, la norme de ce polynôme-là, c'est 1. Parce que les deux coefficients, c'est 1 et moins 1. Le maximum des valeurs absolues de 1 et moins 1, bah, c'est 1. Voilà. Norme de ça, c'est 1. OK? Donc, il ne peut pas y avoir de sous-suite qui convergent, parce que sinon, ça voudrait dire que la distance entre x phi de n et x phi de n plus 1 tend vers 0, hein, quand n tend vers plus infini. Bah non, elle vaut toujours 1. Donc, la suite x indice phi de n, elle ne peut pas converger, quel que soit phi. Donc, il n'y a pas de sous-suite convergente, hein, d'accord? Donc, la suite xn n'admet pas de valeur d'adhérence. Et donc, ma boule, là, n'est pas compacte. Okay, alors, je spoil un petit peu, on verra plus tard que en fait, c'est une caractérisation même d'espace de dimension finie. On dirait un espace de dimension finie si et seulement si sa boule unité est compacte. Ou sa sphère unité est compacte. C'est une caractérisation. Mais enfin bon, n'allons pas trop vite. Ok, alors, donc voilà, donc un compact, on avait envie de dire c'est un fermé borné, mais non, pas forcément. Voilà, des fois c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas, enfin, c'est forcément fermé et borné, mais il y en a peut-être d'autres, quoi. Oui, donc voilà. Quoi. Ok, donc hop, puis non, mais surtout les fermés bornés ne sont pas forcément des compacts. Donc il y en a peut-être, il y en a moins, parce que les compacts sont forcément fermés bornés. Voilà, faut pas que je dise n'importe quoi, mais les fermés bornés ne sont pas forcément des compacts en dimension infinie. Donc il y en a moins que les fermés bornés. C'est pas qu'il y en a d'autres. Bref, ok. Donc, alors par contre, si on met dans un espace compact à la base et qu'on prend f qui est un fermé de E, alors il est forcément compact. Voilà. Si l'espace de début est déjà compact, un fermé dans un compact est un compact. Ok, alors on va démontrer ça. Ça, pour le coup, c'est pas très dur. Donc si je prends une suite d'éléments de f, ok, ma partie, bah c'est une suite d'éléments de E. D'accord? Et donc, il existe une sous-suite de L qui converge vers L dans E, puisque E est compact. Donc, elle admet une valeur d'adhérence dans E. Donc, j'ai une sous-suite d'éléments de F qui converge vers L. Mais F est un fermé. Donc, la sous-suite, c'est une suite d'éléments de F qui converge vers un élément L dans E. Cet élément L est nécessairement dans F, puisque F est fermé. Et donc, la valeur d'adhérence est dans F. Et donc, F est compact. Voilà. Pas plus dur que ça de finir cette preuve. Ok? Donc voilà, ça peut servir, si on sait déjà qu'un compact est dedans, bah, fermé dans un compact, c'est un compact. Ok, très bien. Allez, des petits exercices pour s'amuser. Donc voilà, vous voyez des petits exemples, là, l'ensemble des couples de R2 du plan là, qui vérifie x4 plus y4 égale 1, l'ensemble des points qui vérifie x2 plus xy est plus petit que 1, l'ensemble des matrices orthogonales, d'accord? Donc c'est les matrices des isométries de Rn si vous voulez savoir, mais enfin c'est celle qui vérifie cette propriété que l'inverse est égal à sa transposée. Est-ce que ces ensembles-là sont compacts ou pas? Voilà, premier exercice. Ok, donc il y aura les corrections hein, dans quelques temps, rassurez-vous. Ok, deuxième exercice, tiens, bah, ça c'est un peu du cours, mais je vous demande de faire vous-même. Montrer que si on prend une famille quelconque de parties compactes, alors l'intersection de tous les compacts est compacte. C'est pas complètement incohérent avec ce que je viens de voir, parce que l'intersection quelconque de fermé est un fermé, vous voyez, donc bref. Et par contre, une réunion finie de compact est compact. Alors, on va faire juste avec deux, mais ça revient au même pour fini. Si K et L sont deux ensembles compacts, alors leur union est compacte. Ok? Voilà, donc à vous de jouer, à vous de réfléchir. Dernier petit théorème pour finir cette première partie. Si on prend un produit d'espaces compacts, d'accord? Donc si je prends des espaces métriques E1, E2, E2 qui sont tous compacts, alors le produit cartésien est compact. Donc ça va justifier que mon ensemble de K4 de tout à l'heure, qui était AB croix CD, était bien compact. Ok, donc voilà, on va montrer ça. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour montrer que K puissance n, les suites dans K puissance n admettaient une valeur d'adhérence, si vous en souvenez bien. Donc ça peut être pas mal que vous recherchiez, si vous avez vu le chapitre précédent, l'astuce là, ça peut être pas mal que vous la retrouviez. Donc on va faire pour K égale 2, donc je prends deux ensembles, ok, voilà, E1, E2, et je prends une suite xn, yn, suite de E1, E2. Et rappelez-vous, la petite subtilité, c'est de se dire, bah voilà, xn, il est dans un compact, donc il admet une sous-suite qui converge, et yn aussi. Mais a priori, ça pourrait être les termes pairs de xn convergent et les termes impairs de yn convergent. Et du coup, je ne sais pas trop comment je vais trouver une sous-suite commune. Et donc, voilà, vous vous rappelez l'astuce qu'on avait trouvée hein? Sinon, ça peut être bien d'essayer de la retrouver, quoi, parce qu'elle est quand même assez marrante. Et donc, l'idée, c'est bien de commencer effectivement par xn en disant, bah voilà, xn, c'est dans un espace compact, donc il existe une sous-suite de xn qui converge, donc x indice phi de n, ok, celle-là, elle converge. Et la grosse astuce, c'est de considérer la suite
y indice phi de n, on prend uniquement ces termes-là pour la suite y, on obtient une autre suite de f, d'accord? Mais du coup, c'est une suite dans un compact 2, donc elle admet une sous-sous-suite qui converge, vous voyez? Et donc, comme x phi de n converge, n'importe quelle sous-suite de x phi de n converge vers la même chose, et donc si je prends la sous-suite, là, u indice psi rond phi, enfin la sous-sous-suite de ma suite de couple, eh bien elle converge, d'accord? Et donc elle admet une valeur d'adhérence. Voilà, c'est ça la petite astuce qui va bien, quoi. Ok? Très bien. Alors voilà, je ne fais pas le cas n, je ne fais pas le cas infini. Sachez que c'est vrai pour un produit quelconque d'espace compact, ça s'appelle le théorème de Tikhonov. C'est plus ou moins équivalent à l'axiome du choix et tout, mais c'est hyper compliqué. Donc là, nous, on va rester zen, on va rester avec des produits finis. Mais le théorème est vrai. Voilà, il y a un théorème qui dit, si on accepte l'axiome du choix, que tout produit d'espace compact est toujours compact. Hein, ok? Ça généralise, mais c'est vraiment plus dur. Donc, ok. Eh bien, très bien. Alors, là, voilà, le cas général là, pour P, par contre, tant que ça en sont finis, c'est une petite récurrence, c'est pas très dur. Hein. Vous rajoutez, vous supposez que c'est vrai pour P, c'est vrai pour P plus 1. On l'a fait pour les valeurs d'adhérence, mais c'est le même raisonnement. Ok, alors maintenant, un autre petit théorème qui est sympathique comme tout, le théorème des fermés emboîtés. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème-là? Eh bien, il dit, si je prends un espace métrique compact, et puis je prends une suite de fermés dans mon ensemble compact, qui sont non vides, tous non vides, et qui sont emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire que Fn plus 1 est inclus dans Fn, et Fn plus 2 est inclus dans Fn plus 1, et ainsi de suite. Donc, ploum, 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 on imagine des boîtes, de plus en plus petites, là, ils sont emboîtés les uns dans les autres. Et bien, ce que je prétends, c'est que l'intersection de tous ces fermés est non vide. Ok? Voilà. Donc, c'est pas évident, ça? Alors, on se dit, voilà, on voit un fermé, un plus petit, et à chaque fois, c'est non vide. Hein. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses dans chacun des fermés, et donc, voilà, on ne voit pas bien comment il pourrait ne rien avoir dans l'ensemble des fermés. Intuitivement, c'est le plus petit. Enfin, vous voyez? Et donc, je vous montre tout de suite un contre-exemple dans R. R qui n'est pas compact, hein, c'est bien suivi, c'est un R espace vectoriel, c'est pas une partie bornée, enfin c'est fermé dans R, mais c'est pas borné, donc c'est pas compact. Trouvez-moi un contre-exemple. Une suite de fermés emboîtés, donc de parties de R qui sont fermées, qui sont emboîtées les unes dans les autres et dont l'intersection de toutes est vide. Ok? Alors, c'est pas évident. L'astuce, si vous voulez continuer à chercher un petit peu, mettez sur pause, hein, c'est qu'il faut utiliser qu'on n'est pas dans un compact. D'accord? Donc les fermés, il ne faut pas qu'ils soient bornés. Vous voyez? Si vous prenez des fermés bornés, bam, vous êtes dans un compact, et là, après, bim, on applique le théorème. Donc il faut imaginer des fermés qui ne sont pas bornés. Toujours pas d'idée? Si, c'est bon, bravo. Ok, donc voilà, donc la solution, effectivement, ça consistait à prendre comme fermé, par exemple, les réels plus grands que n, que l'entier n. N plus l'infini. Alors, je ferme en n, donc vous le savez, ça c'est un fermé de R. Alors, pourquoi? C'est ouvert de ce côté-là? Oui, mais de l'autre côté, c'est moins l'infini, n ouvert des deux côtés. Et ça, on voit bien que c'est un ouvert. Et le complémentaire d'un ouvert dans R, c'est un fermé. Hein. Vous voyez, une suite d'éléments de ça converge forcément là-dedans, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est un fermé de R, on a déjà vu ces petites choses-là. Et donc, ils sont bien emboîtés. Fn plus 1, ceux qui sont plus grands que n plus 1, c'est bien inclus dans ceux qui sont plus grands que n. Okay, donc là, tout va bien. Et maintenant, si je prends un x n'importe où dans R, n'importe où, au bout d'un moment, il existe un entier qui le dépasse. Parce que R est archimédien, si on veut faire le malin. Quoi. Donc n fois 1, ça dépasse x au bout d'un moment. Donc x, c'est pas dans Fn au bout d'un moment. Vous voyez, c'est tout con. Hein, je veux dire, vous prenez des millions de milliards de Google, de trucs, machin, au bout d'un moment, c'est pas dans Fn. Donc dans l'intersection de tous les Fn, il n'y a rien. L'intersection de tous les Fn est vide. Ok? Alors maintenant, on va faire la preuve du théorème des fermés emboîtés. Hein, on a vu, ok, c'est pas vrai dans R, donc c'est pas vrai tout le temps, donc il y avait une vraie preuve à faire. Mais dans un espace compact, montrons que ça marche. Donc prenons une suite d'éléments de En définis de la façon suivante. À chaque fois, je prends un Un qui est dans mon ensemble fermé Fn. Ok, donc j'ai ma suite de fermés F0, F1, F2. Bon, je prends U0 dans F0, U1 dans F1, U2 dans F2. Ils sont tous non vides, donc ça existe. Fn est non vide, je prends un élément Un dedans. Ok, donc je construis une suite comme ça. Bon, mais c'est une suite d'éléments de E. E est un ensemble compact. Donc cette suite admet une sous-suite convergente, L, qui est dans E. Ok? Mais si j'y réfléchis bien, si je prends un P n'importe où, ma suite U indice phi de n, là, quand phi de n est plus grand que P, donc au bout d'un moment, elle est dans Fp. Oui, parce qu'ils sont tous emboîtés. Donc, dès que ça dépasse, vous voyez, je prends, je sais pas moi, F1000, dès que l'indice phi de n il va dépasser 1000, la suite, elle est dans F, indice phi de n, qui est inclus dans F1000, et tous les termes à suite sont dans F1000. Donc, quel que soit Fp que je prends, au bout d'un moment, la suite u phi de n, elle est dans Fp.
FP est un fermé. Cette suite-là, elle converge. Donc, à partir d'un moment, c'est une suite de FP qui converge vers L. Donc, L est dans FP. Et c'est vrai pour toutes les valeurs de P. C'est parce que F est fermé. Du coup, L est l'intersection de tous les FP. Et donc, l'intersection des FP est non vide. Voilà. D'où le théorème des fermés emboîtés dans un compact. OK? Voilà, ça peut être utile pour pas mal de théorèmes. Hein. On en reparlera. Ok, alors un petit exercice maintenant. Montrer que si on est dans un espace compact, et si je prends une suite d'éléments de E qui possède qu'une seule valeur d'adhérence, alors elles convergent. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à la fin du chapitre sur les valeurs d'adhérence. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Ok? Très bien. Et bien voilà, pour ce premier chapitre, c'est terminé. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite et les propriétés incroyables de ces espaces compacts. J'en profite pour faire un petit coucou et un grand merci aux tipeurs. Voilà, j'ai changé un petit peu de format, je ne sais pas si ça se voit mieux ou pas pour qu'il y ait les couleurs. Bref, donc voilà, c'est classé par, je vous rappelle, par montant total de dons. Donc voilà, et puis les couleurs, les rouges, c'est ceux qui donnent depuis 3 ans. Les bleus depuis, enfin plus que 3 ans, supérieur ou égal à 36 mois. Les bleus, c'est supérieur ou égal à 24 mois. Les verts, c'est supérieur ou égal à 12 mois. Voilà, et donc voilà. Et donc ceux qui ne sont pas de couleur et qui sont là, c'est qu'ils ont fait des dons énormissimes. Mais très bien. Bref, voilà, je vous fais des bisous à tous, et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à ciao, à bientôt pour la suite. Bye bye.